Alors bonjour à toutes et tous. Donc Landry Chiron, je travaille chez EMC2. Pour ceux qui ne connaissent pas EMC2, c'est le pôle de compétitivité européen pour les technologies de fabrication. Donc notre métier, c'est d'accompagner les startups, PME, ETI, grands groupes sur de l'innovation. Donc on parle principalement aux industriels avec le support des académiques pour promouvoir ces innovations. Alors le sujet du jour se prête évidemment très bien au sujet sur lesquels on travaille toute l'année. Alors, c'est vrai qu'on est on a la chance de pouvoir vous présenter 3 innovations qui vont disrupter, on peut même parler au présent. Quand on dit disrupter, on dit qui vont amener des vraies percées sur leurs industries respectives. Alors, c'est vrai qu'on est sur 3 sujets très, très différents. En préparant cette conférence, sinon je me suis dit, mais waouh, on est sur 3 planètes différentes, ça n'a rien à voir. En fait, ça a beaucoup à voir, puisqu'on est vraiment pour les 3 sur de l'innovation. On est pour les 3 sur de l'innovation qui va avoir un impact sur l'industrie de chacune des filières qui sont adressées là. Et puis, tout ça, et on l'abordera peut-être plus en détail sur la dernière partie de la conférence, tout ça finalement pour un avenir soutenable. Donc, c'est pas de la tech pour de la tech, c'est pas de l'inno pour de l'inno. Derrière, il y a un impact qui est réel. On va commencer par Julie. Donc Julie, chez Daher, on a, j'imagine, tout un tas d'axes d'innovation qui sont en cours. Alors aujourd'hui, on va parler de quel axe et de quel enjeu qu'on va mettre derrière. Alors bonjour à tous, on va parler du composite. Alors pourquoi on utilise du composite dans l'aéronautique aujourd'hui? C'est principalement pour alléger la structure de l'avion pour qu'il consomme moins. Donc c'est vraiment impactant d'un point de vue environnemental et de la consommation de l'avion en CO2. Mais par contre, quand on met en œuvre quand même le composite, on a un impact environnemental, puisque aujourd'hui, les composites conventionnels qu'on utilise, ils doivent être stockés à -18, on doit les mettre en œuvre dans des salles blanches, climatisées, on doit les cuire, on utilise de la matière qu'on jette pour pouvoir les cuire, et puis on les détourne, et puis ces pièces, une fois que l'avion a vécu, on les met à la poubelle. Donc les chutes de production et les pièces en fin de vie aujourd'hui, on les jette. Et le composite actuel, en fait, il est difficilement recyclable. Donc le composite, c'est quoi? C'est 2 matériaux, en fait, c'est du tissu de carbone avec de la résine. On empile en fait ces plis de carbone suivant en fait le chargement de la pièce qu'on veut concevoir. Et donc aujourd'hui, on utilise des résines qu'on appelle thermodurcissables, donc qui sont très difficiles en fait à recycler quand elles sont ajoutées au carbone. Et donc chez Daher, en fait, on essaie de passer aux composites de nouvelle génération, donc à base de résines thermoplastiques, qui vont, elles, être plus facilement recyclables et aussi qui vont pouvoir encore continuer à plus alléger l'avion, parce que cette résine, en fait, on peut la réchauffer, la remettre en œuvre et la souder. Donc en fait, on va éviter, quand on assemble les pièces entre elles, d'utiliser des rivets. Et donc du coup, on va encore alléger plus l'avion. Donc ces nouveaux composites de nouvelle génération, ils sont souvent mis en avant parce qu'ils sont recyclables, mais personne ne le fait, quoi. Et donc en fait, Daher a développé un process vraiment industriel pour pouvoir demain montrer qu'il est possible de recycler ces composites, donc de faire des pièces zéro déchet, et puis de continuer à alléger les avions. Donc je vous montrerai le process après. On parle d'allègement, en fait c'est une problématique qu'on s'est chiffrée, parce que est-ce que c'est pas finalement, je ne vais pas dire de la com, mais quand on dit on va alléger les avions, et de fait l'impact va être énormément réduit, c'est vraiment un axe, enfin le gain il est vraiment important? Oui, le gain, alors je ne sais plus combien on gagne de CO2 en tonnes par an par avion, mais en fait le kilo gagné sur avion, c'est des tonnes de CO2 en moins par an, par avion, par passager. Donc c'est vrai que jusqu'à maintenant, c'était ça en fait l'enjeu, c'était réduire l'impact environnemental de l'avion, et on ne s'occupait pas trop de qu'est-ce qu'on fait pour produire ces pièces qui allègent. Mais voilà, maintenant aujourd'hui les industriels, ils ont une responsabilité environnementale.
Et il faut prendre aussi le taureau par les cornes, parce que tous ces avions en composite qui sont fabriqués depuis plus de 20 ans, ils vont arriver en fin de vie. Et donc les pièces, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, que ce soit les chutes de production ou les pièces en fin de vie, elles sont enfouies. Et le composite et le carbone, ça ne se dégrade pas comme une peau de banane, quoi. Une fois que c'est dans la terre, ça reste des centaines d'années, quoi. Donc il faut vraiment réduire cet impact environnemental, que ce soit pendant la production, mais aussi sur la gestion des chutes de prod et puis des pièces en fin de vie. Ok, merci. Alors, on va continuer avec Frédéric. Alors, on passe de l'aéro à des systèmes complexes. Alors, je vais laisser Frédéric expliquer ce que sont les systèmes complexes. Je vais vous parler d'éco-conception de systèmes complexes. Donc, je travaille chez OBO. Donc, OBO, on est éditeur logiciel et on développe des solutions de modélisation qui permettent à nos clients de concevoir ou de transformer des systèmes complexes. Alors, système complexe, c'est très vague. Ça peut être des voitures, des avions, des trains, des satellites. Ça peut aussi être un système d'information, avec l'ensemble de tous les composants logiciels qui constituent un système d'information. Mais ça peut aussi être une chaîne de production, avec l'ensemble des machines qui permettent de fabriquer un produit. Donc, ce qui caractérise un système complexe, c'est la multitude de composants qui le constituent, le nombre de pièces. Donc, si on part, par exemple, d'une voiture hybride, c'est 20 à 30 000 pièces qui constituent le véhicule. Si on vient dans l'avionique, un Airbus A380, c'est un des systèmes peut-être les plus complexes, c'est 4 millions de pièces. Donc, c'est impossible à gérer à l'échelle humaine. Donc, en fait, nos clients vont utiliser nos logiciels pour avoir une vision globale du système au bon niveau de complexité. De manière à voir les composants principaux à leur niveau, comment ils s'articulent, comment ils communiquent, quels sont les signaux qui s'envoient, les échanges d'informations, les fonctions auxquelles chacun des composants répond dans le système. Voilà, donc on va leur fournir un logiciel qui permet d'avoir cette décomposition. Donc, dans le domaine avionique, par exemple, on a pas mal de clients qui fabriquent des avions. Donc, ils utilisent notre logiciel pour avoir la décomposition des composants. Et donc, pour un constructeur d'avion, un moteur d'avion, c'est un composant. Ils ne vont pas s'occuper des milliers de composants qui sont à l'intérieur du moteur. Et on a un de nos clients qui est Rolls-Royce. Eux, ils utilisent notre logiciel pour concevoir le moteur, mais juste le moteur. Le moteur devient un des composants de l'avion. Et puis à l'autre bout, on a un autre client, c'est Thales. Eux, ils conçoivent des systèmes de contrôle aérien. Donc, l'avion, ça devient un des composants du système. Donc, c'est pour montrer un petit peu les différents niveaux d'utilisation de nos logiciels pour gérer cette complexité. Donc, avec nos solutions, en fait, pour gérer les systèmes complexes, ça va permettre de répondre à trois solutions, à trois questions. La première, c'est est-ce que ce que je suis en train de concevoir répond bien aux besoins? La deuxième, c'est comme je suis obligé de décomposer et de sous-traiter une partie de ma conception, est-ce que le moteur d'avion que je vais sous-traiter à Rolls-Royce, est-ce qu'on s'est bien mis d'accord sur les attendus et une fois qu'il sera conçu, est-ce que je vais réussir à l'intégrer comme il faut dans mon système? Et puis la troisième question, c'est si je change un des composants, quels sont les impacts potentiels sur le système? Est-ce que je ne vais pas tout casser parce que je vais remplacer un composant qui ne répondra pas aux besoins? Donc ça, c'est les trois questions auxquelles nos logiciels permettent de bien répondre. Mais il y a une question pour laquelle c'est un peu plus compliqué, c'est quel est l'impact environnemental? Donc aujourd'hui, évaluer l'impact environnemental d'un système complexe, c'est pas simple. Souvent, on pense CO2, bilan CO2, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça en fait. L'impact environnemental, ça veut dire qu'il faut aussi évaluer les différents types de pollution, les métaux lourds, les radiations, les particules fines, ce genre de choses. Et il faut évaluer tout ça sur l'ensemble du cycle de vie. Donc l'extraction des ressources, la construction, l'acheminement vers les clients, l'utilisation du système et la fin de vie avec éventuellement du recyclage et on repart sur un cycle. Voilà, donc on essaie de travailler sur ces solutions de manière à ce qu'on puisse plus facilement évaluer l'impact environnemental dès le début
que ça coûte moins cher en fait, de réaliser une ACV, parce qu'en fait, voilà, faire un bilan des impacts environnementaux, ça va consister à faire une analyse de cycle de vie. C'est assez complexe de faire une ACV, c'est très coûteux, et souvent en fait, ça arrive à la fin de la chaîne de conception. Donc à un moment où tous les choix pratiquement ont été faits, on va évaluer l'impact, mais ça peut être un peu trop tard. Voilà, on reviendra sur le détail je reviendrai tout à l'heure de l'innovation justement qui vous concerne. Voilà. Pour finir le tour de table, alors là on change complètement d'univers. Donc avec Franck, on va parler d'ingénierie tissulaire et de bioimpression, c'est ça? C'est ça. Alors j'essaie de pas trop parler trop fort dans le micro parce qu'on ne sait jamais trop où placer le micro. Bonjour à tous, content que certains aient résisté à l'envie d'aller grignoter un petit morceau. Quand j'ai été invité en fait, à participer à cette table ronde, moi je suis chercheur académique, je suis biologiste cellulaire, je fais de la recherche fondamentale la plupart de mon temps et donc la place de l'industrie dans ma vie est limitée en fait à mes interactions avec des fournisseurs de réactifs, des fournisseurs de technologies aussi. Et puis vous allez voir que je participe dans le cadre d'un projet européen à la création, au développement en fait d'une partie de technologie. Le cœur de cette table ronde, à mon sens, mais tout le monde en est convaincu et les deux premiers intervenants l'ont montré, c'est le futur soutenable. Et en fait, la recherche en biologie, enfin la recherche de manière générale, n'échappe pas à cette nécessité de savoir en quoi nos métiers sont néfastes, plus ou moins néfastes pour l'environnement. Et donc, vous allez voir que par deux exemples en fait, de technologies, les mots ont été prononcés, hein, il y a bioimpression et organes sur puce. Ces deux approches technologiques font partie de la bioingénierie, font partie de la biofabrication, qui sont des approches qui permettent en fait, de fabriquer des modèles, des modèles expérimentaux, hein, mais pas seulement, qui permettent aussi d'imaginer un jour qu'on va pouvoir réparer, remplacer des organes entiers. J'ai adoré le coup d'après, enfin ce qui a été présenté par le coup d'après, parce que justement ça évacue les fantasmes autour d'un certain nombre de sujets. Et quand on parle de bioimpression ou d'organes sur puce, on va dire de bioingénierie, tout de suite on se projette dans le cinquième élément, dans des films dans lesquels on voit qu'on arrive assez facilement à remplacer ou à fabriquer des organes, voire reconstituer un être humain dans son ensemble. Tout ceci est du pur fantasme, on le sait, et un certain nombre de scientifiques eux-mêmes, lors de démonstrations, je me souviens de vieilles TED-conférences, notamment par Anthony Atala, qui est un des précurseurs dans la bioimpression, qui montrait un objet qui ressemble à un rein, dans un milieu de culture rose, voilà, avec une texture, tout ça, en disant, voilà, on vient d'imprimer un rein. Évidemment, c'était faux, c'est pas un rein fonctionnel, et ce type de démonstration a projeté beaucoup de fantasmes chez la population générale et fait beaucoup de mal finalement. Et maintenant, on se retrouve à... Évidemment, on a continué à développer ces aspects de bioimpression et vous allez voir la nécessité de continuer à développer ces approches-là pour l'environnement, pour l'économie, mais aussi pour la production de connaissances. Voilà. Je ne veux pas déflorer le sujet, donc c'est pour ça que je m'arrêterai là. Ok, merci. Donc on va revenir avec Frédéric, où là on va rentrer, l'idée c'est de rentrer un peu plus dans le détail de l'innovation. Là, ouais. Je pense qu'on a bien compris vos activités respectives, les enjeux sur lesquels vous étiez. Alors maintenant, c'est quoi l'innovation? C'est quoi? Alors l'idée c'est, en fait on veut essayer de donc, réduire le temps et le coût de réalisation d'une analyse de cycle de vie sur un système complexe. Si on arrive à réduire ce temps, ça veut dire qu'on va pouvoir réaliser des analyses de cycle de vie beaucoup plus souvent et les intégrer beaucoup plus tôt dans le processus de conception, de manière à pouvoir prendre les décisions au bon moment et pas se rendre compte à la fin que tiens, on aurait pu économiser ou voilà, l'impact environnemental du système il est de tel. Donc, ce qu'on va faire, donc, comme nous, on est positionné très en amont dans les phases de conception, nos clients ils possèdent déjà un modèle numérique qui décrit en fait, assez précisément le système, enfin en tout cas au bon niveau de complexité, avec possiblement des sous-modèles qui décrivent des sous-composants. Donc on a les principaux composants qui sont déjà disponibles, qui ont déjà été décrits. Et il faut savoir qu'en fait, quand on fait une analyse de cycle de vie, voilà,
de base. En fait, on va utiliser des logiciels qui sont spécialisés là-dedans. Et donc, l'expert qui va réaliser l'ACV, il doit, dans le logiciel ACV, saisir toute la nomenclature du système qu'il doit analyser. Et pour ça, il doit aller chercher de l'information qui souvent est disparate dans la documentation textuelle, des fichiers Excel. Voilà. Donc, il y a tout un travail de recherche, de collecte, de synthétisation de l'information qui est très long, très pénible, très coûteux, ce qui justifie en partie le coût de réalisation d'une ACV. Alors qu'en fait, souvent, l'information elle est déjà disponible et nous, nos clients, ils ont déjà cette information au bon niveau de complexité. Donc l'idée, c'est d'exploiter en fait cette information, directement ce modèle numérique, et donc on est en train de développer une extension à notre outil de modélisation pour permettre justement de compléter cette information sur la nomenclature du système avec des informations qui vont permettre de calculer la ACV. Donc il y a trois grands types d'informations qu'on va leur permettre de rajouter. Premier niveau, c'est les durées de vie des différents composants. Donc si on prend une voiture, elle est conçue pour par exemple 250 000 km. Si les pneus, c'est 50 000 km de durée de vie, on peut automatiquement déduire qu'il faudra 5 trains de pneus pour l'ensemble du cycle de vie de la voiture. Et donc du coup, automatiquement, on peut multiplier les impacts d'un train de pneus par 5 grâce à cette information. Deuxième niveau d'information, ça va être des profils d'utilisation du système. Donc par exemple, si on reste sur l'exemple de la voiture, si on est en train de concevoir une citadine, on va affiner en fait le modèle en disant voilà, ce véhicule, il aura deux modes, un mode urbain, un mode extra-urbain. Et donc on va pouvoir quantifier, pour une citadine, on va dire elle est prévue pour être plutôt 70% en urbain et 30% en extra-urbain. Et puis la dernière étape la plus importante, c'est d'aller décorer en fait les différents composants, rajouter des informations sur des flux de matière, d'énergie, de consommation, des émissions. Donc pour la voiture, typiquement, combien d'énergie il faut pour produire la carrosserie, combien de kilos d'acier. Au passage, on va consommer de l'eau. On va émettre de l'eau polluée qu'il va falloir recycler. Voilà, les pneus, comment je vais les recycler. Voilà, toute cette information, on va aller la prendre dans des bases de données. Donc il y a plein de bases de données qui existent. Il y a des centaines de bases de données, même des milliers, qui contiennent plein d'informations sur les impacts de différents matériaux, de différents process industriels. Et donc on va prendre cette information et on va la connecter au modèle du système. Et donc une fois qu'on a toute cette information, donc on a économisé toute la saisie de la nomenclature, on va pouvoir injecter toutes ces données dans un logiciel d'analyse de cycle de vie du marché qui va calculer automatiquement les impacts environnementaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les ACVistes, avec leurs outils, ne sont pas capables ou ont vraiment cette difficulté de faire une ACV globale sur un système dit complexe? C'est ça parce qu'en fait, déjà, ils n'ont pas forcément l'information sur le système. C'est très, très compliqué en fait, d'aller rechercher cette information. Et ça demande un travail assez complexe de structuration de cette information, d'identification des bons niveaux de composants, des bons niveaux de détail. Et ça, en fait, c'est le travail d'un ingénieur système. Et cet ingénieur système, il a déjà, quelque part, cette information structurée de la bonne façon, sans se perdre dans les niveaux de détail inutiles. Et donc l'idée, c'est de les faire travailler ensemble pour être plus efficaces. Ok, merci. On poursuit avec Julie sur ces nouveaux matériaux. Oui, alors donc nous, l'innovation qu'on a mis en place chez Daher, c'est le recyclage du composite thermoplastique. Alors, pour que ce soit un peu moins pénible à vous expliquer, j'ai amené quelques images. Par contre, je ne sais pas où il faut appuyer, c'est là Non. Ouais, une vidéo, je ne sais pas où elle est. Non, ça ne marche pas? Non. Ah non, c'est une vidéo. C'est juste une vidéo à lancer. Ouais. Donc voilà, comme Merci. je vous l'ai dit, aujourd'hui sur les avions, 95% des composites, c'est des composites thermodurcissables. Et donc la deuxième génération, ce sera les composites à base de résine thermoplastique. Il se trouve qu'il y en a déjà sur les derniers programmes, type la 350, et qu'à Nantes, enfin à Bouguenais, dans l'usine Daher à Bouguenais, on met en œuvre déjà ce composite thermoplastique. Donc on est une des plus grosses usines du monde de fabrication de ces nouveaux composites.
Mais évidemment, on génère des chutes. Donc comme vous voyez là, à l'écran, vous voyez les chutes en fait, qui sont générées. Alors j'en ai amené aussi. Pendant en fait, la mise en œuvre. Et c'est aussi ce matériau-là, en fin de vie, qui sera enfoui quand les avions ils s'arrêteront et ils seront démantelés. Donc là, l'idée, nous, c'est qu'on a mis en place un procédé en fait, pour essayer de recycler ces composites thermoplastiques. Donc en fait, les chutes qui sont générées aujourd'hui sur l'usine de Nantes, donc on génère à peu près 3 à 10 tonnes de chutes de composites par an, donc aujourd'hui on enfouit, donc en plus ça a un coût dès qu'on veut enfouir, au-delà du fait que c'est pas très bien pour l'environnement. Donc voilà, on a mis en place un procédé où on vient broyer le composite. Alors c'est compliqué parce que le composite c'est un matériau hyper abrasif, parce que les composites de l'aéronautique ils sont constitués à peu près à 60% de fibres de carbone. Et donc, pour broyer cette matière, c'est vraiment pas comme broyer des matériaux conventionnels comme le bois, etc. Donc, on a dû travailler pas mal sur ce process pour arriver à obtenir un broyat calibré, répétable. Parce que l'idée, vraiment, c'est que demain, on puisse réutiliser la matière pour refabriquer des pièces aéronautiques. Puisque, en fait, la matière, même si elle perd en caractéristiques mécaniques, parce qu'on passe d'une fibre continue à une fibre courte, elle garde quand même toutes ses propriétés physico-chimiques. La résistance au fluide, la résistance au feu, la résistance en température. Mais voilà, on va régénérer un matériau qui est différent et qui va permettre de faire des pièces différentes. Donc une fois qu'on les a broyées, en fait, on vient les copunder, vous voyez à travers la petite machine là qu'on voit là, on vient faire un granulé. Donc là, on sort un fil qu'on coupe. Et ensuite, en fait, ces granulés, on va les réinjecter. Donc on va utiliser un process qui est complètement différent de ce qu'on utilise aujourd'hui pour fabriquer nos pièces en composite pour l'aéro. Mais on va faire des pièces vraiment différentes. Donc, par exemple, ici, Daher est aussi un avionneur. Donc on fabrique notre TBM 960. Et donc on a fait la démonstration sur une pièce. Donc ça, c'est une pièce de pédale de palonnier. Donc c'est ce qui permet de gouverner en fait, les gouvernes de l'avion. Donc aujourd'hui, en fait, cette pièce-là, elle était en aluminium usiné. Donc ça veut dire que quand on usine ce bloc d'aluminium, on jette quand même 90% de l'aluminium. Soit il est recyclable, mais il perd quand même en valeur et en caractéristiques mécaniques. Et là, aujourd'hui, avec nos chutes, eh bien, on a reconçu cette même pièce avec nos chutes de production. Donc demain, plutôt que d'enfouir tous ces matériaux, eh bien, potentiellement, on pourra le réutiliser pour refabriquer d'autres pièces. Et les pièces en fin de vie, on pourra très certainement faire la même chose. Si je comprends bien, on a une double innovation, un nouveau matériau qui est plus un thermodure, mais un thermoplastique, et derrière, un nouveau procédé de fabrication et de recyclage pour réutiliser les chutes générées, c'est ça ? Exactement. Alors l'injection, ce n'est pas un procédé innovant, c'est un procédé conventionnel. Il y a plein de produits qui sont fabriqués de cette façon-là dans la vie courante, mais avec des thermoplastiques qui sont beaucoup moins techniques. Mais par contre, oui, lui, le procédé qui va de la base du broyage jusqu'à l'injection des pièces, lui, il est innovant. Et c'est surtout qu'on obtient une matière qui est chargée en carbone, parce que des granulés, pour l'injection, on en trouve, on peut en acheter sur le principe du neuf. Mais par contre, vous ne trouverez jamais de granulés autant chargés en fibres de carbone. Et donc, la matière elle a des propriétés mécaniques qui sont intéressantes. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, l'aéronautique, c'est quand même un secteur assez lent en termes d'innovation. Donc, on travaille avec nos clients pour essayer de trouver d'autres applications sur les avions actuels et qualifier la matière, mais ça prend énormément de temps, parce que l'aéronautique, c'est aussi du risque. On le sait notamment avec les déboires de Boeing en ce moment. Mais voilà, ça prend du temps. Mais nous, on a pris la décision là, en octobre 2023 d'arrêter d'enfouir. Donc on garde toutes nos chutes. On a investi pour les broyer. Donc on les broie pour en réduire le volume. Et là, on commence à stocker pour pouvoir les réutiliser demain parce que elles n'ont pas de péremption. Enfin, la matière n'a pas de péremption, quoi. Donc voilà ce qu'on est en train de faire aujourd'hui pour les avions de demain. Et qui dit réutilisage des chutes dit on arrête de
congeler la matière première, on arrête. Alors celle-là, elle n'est pas congelée parce qu'elle est de seconde génération. Voilà, c'est le thermoplastique. Donc aujourd'hui, on conserve toutes nos chutes. Et voilà, comme je disais, l'aéronautique c'est lent pour qualifier la matière. Donc on cherche d'autres applications. Donc on est en train de regarder dans le sport et loisirs, dans le luxe, parce qu'en fait, bon, cette matière, elle a quand même un coût. Parce qu'à broyer et à recopounder, comme vous avez vu dans la vidéo, bah, ça coûte un peu, parce que c'est pas simple à cause du taux de charge de carbone. Et donc on cherche vraiment des applications qui vont utiliser les propriétés intéressantes de la matière. On y reviendra peut-être un petit peu sur la fin au niveau des impacts. Merci Julie. Alors, on continue avec... Oui. Alors, quelques éléments de contexte. Donc moi, je ne l'ai pas dit, mais je suis chercheur INSERM. Alors l'INSERM, c'est un opérateur de la recherche publique. C'est Institut national de la santé et de la recherche médicale. Donc vous vous en doutez, ça dit tout. Mon travail est principalement axé sur la compréhension de phénomènes biologiques, ou en tout cas qui touchent la santé humaine. Moi, je suis biologiste cellulaire, je le disais, mais je suis immunologiste. Donc j'essaie de comprendre comment notre système immunitaire, qui nous a préservés au cours des millénaires, des millions d'années d'évolution, des infections, etc., et même du cancer, etc. Vous savez que maintenant, on stimule les réponses immunitaires avec ce qu'on appelle les checkpoint inhibitors. Donc, ce sont des molécules qui sont déjà en clinique et qui permettent en fait de répondre contre des tumeurs. Et donc, on espère, on en est au début, on espère comme ça soigner aussi un certain nombre de cancers par cette approche-là. De booster la réponse immunitaire. Donc ce système immunitaire est très important. Moi j'essaie de comprendre comment il peut être détourné par certains virus, notamment un virus qui a été découvert en 1971, donc juste un an avant ma naissance. Comme ça je ne vous cache pas mon âge. Et ce virus, on ne sait pas grand-chose dessus. Ce qu'on sait, c'est qu'il va se loger dans le rein chez l'homme. C'est un virus qui n'infecte que l'homme. Et vous allez voir que ça a son importance dans le développement de mon travail, surtout avec le sujet. Et depuis 1971, les médecins sont assez embêtés parce que quand on fait une greffe d'organes, notamment un rein, on greffe beaucoup de reins à Nantes. C'est un des centres français en Europe qui a une très très grosse activité de transplantation rénale. Pour tolérer en fait cette greffe qui vient d'un autre individu, génétiquement non apparenté la plupart du temps, il y a une réponse immunitaire contre le greffon, et donc pour supporter cette greffe, on est obligé de donner un traitement immunosuppresseur. Ça fait beaucoup de mots un peu compliqués, mais vous comprenez qu'on va devoir neutraliser le système immunitaire pour pas qu'il rejette l'organe. Quand on fait ça, les virus que l'on combat à longueur de temps, que l'on peut acquérir très jeune, 90% d'entre nous sont déjà porteurs de ce fameux virus, ce fameux polyomavirus BK. On l'acquiert en gros avant l'âge de 10 ans, voilà, dans le bac à sable, bref, un peu partout. Mais ce virus-là, on est capable de le combattre, de le contenir pendant très très longtemps, jusqu'au moment où on a une transplantation rénale, et où là, les traitements immunosuppresseurs vont mettre à mal nos défenses immunitaires, et donc vous comprenez que ces virus peuvent réémerger. On ne sait pas les combattre, et ça a un coût pour la société. Donc moi, un de mes projets, sinon mon projet, c'est de comprendre comment déjà ce virus va se réactiver et comment on pourrait développer des candidats médicaments pour le combattre et permettre en fait aux cliniciens, aux néphrologues qui font les transplantations rénales de pouvoir agir derrière en toute confiance en se disant on a un traitement pour neutraliser ce virus, donc on ne va pas mettre en péril la greffe. Coût pour le patient, coût pour la société, etc. Pour comprendre tout ça, je vous ai dit que ce virus n'infectait que l'homme. Bon, la biologie a besoin de modèles expérimentaux. On ne peut pas travailler directement chez l'homme. Donc ces modèles, si on a un virus qui n'infecte que l'homme, je ne peux pas travailler chez la souris. Je ne peux pas modifier une souris pour qu'elle devienne sensible à cette infection par le virus humain parce qu'on ne sait pas exactement quels sont tous les récepteurs, quelle est toute la mécanique derrière cette infection. Donc ça devient un peu compliqué. Bon, malgré tout, il faut essayer d'avancer. Et une manière d'avancer a été de développer l'ingénierie tissulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ne peux pas utiliser une souris et si travailler sur des cellules en culture, sur du plastique, a de moins en moins de sens, il faut bien trouver un intermédiaire. Donc l'ingénierie tissulaire permet avant tout de fabriquer des modèles expérimentaux avancés, complexes.
Et ça se situe entre la simple culture de cellules, je dis simple parce que ça a commencé il y a une centaine d'années et les modèles animaux sont encore un peu plus vieux, beaucoup plus vieux même. Mais entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Donc maintenant, on a des approches technologiques comme l'impression 3D vivant. Donc vous voyez une impression avec des granulés plastiques, hein, peut-être certains d'entre vous même une imprimante 3D plastique, et donc vous fabriquez des objets en 3 dimensions. Eh bien, ce concept qui vient de l'industrie du prototypage rapide dans les années 80, finalement, c'est transmis à la biologie et c'est une approche maintenant qui nous permet de fabriquer des objets biologiques en 3 dimensions. Donc, qui vont mimer quelque part un tissu ou un organe. Première approche. Deuxième approche, c'est les organes sur puce. Alors, je voulais une caméra pour montrer l'objet et que vous le voyez de plus près, mais finalement, c'est aussi bien que vous le voyez de là où vous êtes assis, puisque cet objet-là, en fait, a plus de prédictivité, de valeur prédictive sur certaines fonctions qu'on pourrait être amené à évaluer que des souris. Donc, même si on peut travailler chez la souris, il est quand même toujours intéressant de se poser la question, est-ce que je ne peux pas utiliser ce type d'approche-là, d'organes sur puce, pour justement avoir plus de prédictivité dans mes résultats. Plus de prédictivité dans les résultats, ça a un impact considérable sur l'industrie pharmaceutique. Vous allez voir que c'est le lien avec l'industrie, ce sera mon seul lien avec l'industrie, j'en parlerai après. Mais pour finir avec ça, ce projet, en tout cas ce qui se développe, l'utilisation de la bioimpression et de l'organe sur puce, c'est dans le cadre d'un projet européen. Donc l'Europe investit massivement dans ces approches technologiques. Et après, la période d'il y a une dizaine d'années avec un effet wow qui était mentionné par le coup d'après juste avant, il y a eu un goulet d'étranglement et maintenant on redécouvre, on réutilise ces approches-là de manière beaucoup plus réfléchie, raisonnée, et vous allez voir ensuite que ça a même un impact sur notre environnement. Je fais vachement de teasing, hein, mais bon. Bon, on arrive sur la troisième et dernière partie justement qui fait le lien avec finalement le niveau d'impact. Alors après vous avoir vu séparément, moi j'étais quand même assez bluffé sur finalement ce que ça ouvrait comme champ et comme potentiel d'impact de par vos filières finalement, hein, que ce soit l'aéro, les systèmes complexes ou même la vôtre. Et donc si on rentre un petit peu dans les impacts alors, actuels et même sur lesquels on peut se projeter, hein, suivant évidemment les cycles d'innovation et de conception qu'on a dans vos filières respectives, qu'est-ce qu'on peut espérer et là, c'est Franck qui continue d'ailleurs. Ça va faire une masse d'informations peut-être un peu trop importante. Mais en fait, donc ce terme anglais, hein, disrupté, c'est un anglicisme. Bon, j'étais pas... Enfin, voilà. Bref, on peut questionner l'utilisation de ce terme. Mais il y a une notion derrière, la notion de rupture. Et cette rupture, finalement, quand on prend juste ces deux approches technologiques, la bioimpression et l'organe sur puce, la rupture, elle est à tous les étages. Donc l'impact, il est considérable. Il est considérable, en fait, d'un point de vue de la production de la connaissance. Si je vous dis, moi, j'utilise, en fait, ces approches technologiques pour fabriquer des modèles, ça va me servir, en fait, à questionner la biologie. Ça me permet de produire du savoir. Donc, ma fonction de chercheur dans le monde académique, elle y trouve du sens. Ça a du sens aussi comme valeur économique. En fait, si on prend ce qui se passe dans l'industrie pharmaceutique investit massivement dans ces approches, alors plus l'organe sur puce, parce que, et je vais vous donner 3 exemples, parce que en fait, l'organe sur puce permet de remplacer, j'en ai pas beaucoup parlé, mais ça permet de remplacer aussi un certain nombre de modèles animaux, notamment, vous savez que la recherche pharmaceutique qui s'intéresse sur la production de vaccins, notamment, doit utiliser des primates non humains. Ces primates ont été longtemps prélevés sur le stock naturel, ils sont maintenant issus d'élevage, mais c'est de plus en plus contraignant d'utiliser ces modèles-là. Travailler chez la souris, l'exemple du Covid, notamment de la crise Covid, les débuts de la recherche sur le Covid, en fait, ont été faits sur des souris, alors que la souris ne possède pas en fait, les clés d'entrée pour le virus, pour le SARS-CoV-2. Donc ça n'avait pas de sens de travailler là-dessus. Bon, ensuite, d'autres modèles sont arrivés et ont permis les avancées qu'on connaît. Donc en fait, ça c'est, par exemple, on prend Moderna. L'utilisation d'organes sur puce, Moderna, vous connaissez tous, hein, on a quasiment tous reçu un vaccin issu de la recherche de Moderna.
Mais Moderna a dans ses pipelines d'autres candidats traitements et a notamment récemment utilisé, enfin depuis une dizaine d'années quand même, a récemment utilisé en fait des organes sur puce, des modèles d'organes sur puce pour ces phases précliniques de développement de médicaments. Pour juste vous donner des indications chiffrées, parce que c'est important, ça fixe quand même les éléments dans la mémoire. Par exemple, tester 35 composés qu'ils avaient dans les pipelines, s'ils avaient dû le faire sur des primates non humains, c'était 5 ans, 5 millions d'euros, alors que s'ils utilisent, et ils ont utilisé d'ailleurs ces systèmes d'organes sur puce, c'est 350 000 euros maximum et 18 mois. Vous voyez le delta en fait. C'est-à-dire que ça devient extrêmement rentable même pour l'industrie pharmaceutique. On a Roche, qui est une des entreprises pharmaceutiques leaders dans le monde, une entreprise suisse, en tout cas dans les 10 premières, qui a créé un institut de biologie humaine qui recrute parmi les meilleurs scientifiques du monde pour travailler sur ces modèles in vitro complexes ou avancés parce qu'ils ont plus de prédictivité. Et donc Roche va y trouver son intérêt dans l'utilisation et dans la possibilité de tester ces candidats de traitement. Je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être un peu trop. Si je terminerai quand même juste sur les aspects soutenables. Le bilan carbone que la plupart des labos de recherche font en France, et nous l'avons fait dans mon laboratoire, INSERM, ce bilan carbone, c'est 80% en fait d'émissions de gaz à effet de serre qui sont issues de nos commandes de réactifs et de consommables. Le reste, on n'est pas trop mauvais. 80% quand même. Si on veut avoir un effet, ce qu'il faut, c'est moins commander, moins consommer, produire moins de déchets. Typiquement, l'utilisation d'un système microfluidique qui va consommer quelques centaines de microlitres de milieu de culture, au lieu de consommer des milliers de litres d'eau et des granulés et l'entretien des animaux, etc., finalement, c'est moins d'énergie, moins de déchets, etc. Et donc, on améliore comme ça notre bilan carbone de manière générale. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a de la rupture à tous les étages. C'est plus de production de connaissances, plus de prédictivité, des gains pour l'industrie pharmaceutique et aussi des gains pour notre environnement. Merci Franck. On revient à Julie. Alors, les impacts qu'on peut imaginer derrière, même au-delà de l'impact que ça a sur une filière aujourd'hui qui consomme quand même beaucoup de carbone, qu'est-ce qu'on peut espérer ? Alors oui, la matière recyclée, on peut l'utiliser dans d'autres secteurs d'activité. Après, si on reste sur l'aéronautique, l'enjeu de l'aéronautique de demain, ça va être l'avion vert, quoi. Donc l'avion qui consomme moins. Donc on va avoir besoin de composites. C'est obligatoire quoi, pour alléger les structures. Aujourd'hui, les programmes civils qui embarquent du composite, ce n'est pas les programmes qui sont le plus produits par mois. Demain, s'il y a un nouveau programme qui doit sortir, ce sera le remplaçant de l'A320. L'A320, c'est presque 60 avions produits par mois. C'est un programme qui a plus de 30 ans, qui a été développé dans les années 80 et sur lequel il y a très peu de composites. Donc en fait, c'est que du métal qui est embarqué sur ce programme. Et aujourd'hui, si demain on devait développer un A320 allégé en composite, la problématique, c'est comment on va le produire. Parce qu'aujourd'hui, le composite qu'on retrouve sur les programmes civils, c'est type A350, qui est produit à une cadence inférieure à 10 par mois. Donc ça veut dire qu'il va falloir trouver des composites qu'on peut produire à cadence 60 par mois. Et en plus, il va falloir que ces composites soient recyclables, comme je l'ai dit, pour recycler les chutes de production, moins aussi consommer quand on produit, et puis bien sûr pouvoir démanteler et réutiliser les pièces en fin de vie. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment avec le composite thermoplastique qu'on va pouvoir le faire. On ne pourra pas produire des A320 avec du composite thermodur à l'état où est le secteur industriel aujourd'hui. Donc oui, l'enjeu de développer ce type de composite, il est important pour la recyclabilité, pour continuer à alléger les structures et puis pour traiter les pièces en fin de vie. Ouais. Et aujourd'hui, ce matériau et ce process de fabrication permettraient de suivre les besoins en cadence si on imagine une nouvelle génération d'avions. Mais par contre, voilà, il va falloir switcher sur les moyens industriels, c'est d'autres moyens industriels, donc c'est de l'invest. Mais voilà, s'il y a un nouveau programme qui doit sortir, sans doute qu'on n'aura peut-être pas le choix. Donc c'est important de montrer avant que c'est possible et qu'on peut faire voler ce genre de solution.
Ça veut dire, si on projette un nouveau programme, ça nous emmène à quoi? 20 ans, 30 ans? Ouais, ce sera en peut-être 2035, 2040, le démarrage d'un nouveau développement. Mais bon, il faut se préparer avant, parce que comme je l'ai dit au début, qualifier des nouveaux matériaux, des nouveaux procédés, ça prend beaucoup de temps, parce que l'aéronautique, c'est aussi du risque, quoi. Et sur les autres filières, il y en a une qui sortirait un peu enfin, en termes de potentiel, il y en a une qui semblerait être intéressante aujourd'hui plus que les autres? Une filière que le composite? Non, que l'aéronautique, en se disant voilà comment on veut... Aujourd'hui, on utilise le composite dans plein de secteurs d'activité, hein, dans le nautisme, dans d'autres secteurs. Nous, c'est vrai que notre matière revalorisée, aujourd'hui, on cherche d'autres applications que l'aéronautique, pour pouvoir écouler notre stock et puis montrer que c'est aussi possible industriellement, quoi. Donc voilà, on travaille un petit peu avec le sport et loisirs. On commence avec des fabricants de prothèses aussi. On est aussi en lien, on commence avec des gens du luxe pour fabriquer des montres ou des valises, des choses comme ça. Voilà, on est dans le début. C'est nouveau pour nous parce que nous, on travaille que dans l'aéronautique à la base. Donc c'est d'autres approches, c'est d'autres exigences à vérifier. C'est sûr que voilà, quand je discutais avec les gens qui font les prothèses et qui me disent bon, alors là, il va falloir faire des tests d'allergie de votre matière par rapport à la peau, j'ai fait ouais, d'accord. Enfin, c'est pas du tout le genre de test qu'on a l'habitude de faire. Donc voilà, il faut se mettre au niveau, mais c'est génial pour tout le monde. Parce qu'eux, ils découvrent un nouveau matériau et nous, on découvre des nouveaux produits, quoi. Alors, on termine avec nos systèmes complexes. Les impacts, on les imagine bien, oui, je pense. Mais... En fait, voilà, donc nous, on a testé la solution là, sur plusieurs projets, donc notamment des bateaux, dans les avions, les voitures, on passe sur les bateaux, donc des bateaux de dépollution notamment, des bateaux qui vont aller récupérer du plastique à la surface des océans, des bateaux de soutien éolien aussi qui vont faire l'aller-retour pour la maintenance des éoliennes. Donc en fait, on a mis deux équipes en parallèle qui ont réalisé sur ces systèmes une ACV classique, hein, en prenant la doc où elle est, dans les fichiers Word, Excel, etc. Et puis voilà, en faisant une ACV complète. Et puis on a fait la même chose en partant directement des modèles qu'on avait de ces bateaux. Et on a généré l'ACV automatiquement à partir de nos modèles, en étant passé par la phase de complétion des infos. Et en fait, on a comparé les résultats et on tombe sur exactement les mêmes calculs d'impact. C'est-à-dire que voilà, entre une ACV générée à partir du modèle système et une ACV saisie à la main, classiquement, on obtient les mêmes impacts. Et donc au final, en fait, on évalue à peu près à 50% le gain de réalisation d'une ACV entre exploiter le modèle système et le compléter, plutôt que de repartir à la main, ressaisir toute l'info. Donc le gain, il est énorme, c'est-à-dire que derrière, ça permet vraiment de pouvoir réaliser beaucoup plus d'analyses de cycle de vie au bon moment. Parce que la conséquence de ce gain fait que finalement le coût d'une ACV complète va être réduit pour l'industriel. C'est ça. Donc un industriel va pouvoir se permettre d'en mener plus souvent et donc plus tôt dans son processus de conception. Ça veut dire pouvoir éventuellement, avant même que certains choix techniques soient pris, commencer à faire une première ACV au tout début du processus de conception et commencer à identifier les grands postes éventuellement impactants. Au fur et à mesure que le processus de conception va avancer, avec ma première ACV, j'ai commencé à identifier des postes impactants. Je vais pouvoir travailler sur vraiment des solutions moins impactantes, plus innovantes, et donc zoomer sur un des composants et faire d'autres ACV plus zoomés. Je peux aussi, comme dans le modèle système, on a aussi modélisé les fonctions, l'usage du système, les différents scénarios. Je peux me focaliser sur un scénario d'usage. Donc, je sais pas, par exemple, le processus de freinage d'une voiture, c'est plein de composants qui sont impactés. Je peux extraire automatiquement de mon modèle du système l'ensemble de tous les composants qui participent à cette fonction et donc faire une analyse du cycle de vie de cette fonction. Ce qui est très difficile à faire si je dois tout saisir dans un modèle système en allant chercher la documentation. Là, on a toute l'information, on a juste à l'exploiter. Donc on peut faire une analyse au tout début, une analyse qu'on va zoomer sur certains composants, une analyse sur certains scénarios d'usage. Voilà. Et au final,
ça permet de prendre les bonnes décisions au bon moment et d'avoir vraiment travaillé, faire en sorte que les experts ACV soient vraiment embarqués dans le processus de conception, qu'ils ne soient pas là juste à la fin pour les mettre le tampon et évaluer l'impact carbone du produit qu'on a conçu. Et faire en sorte qu'ils soient vraiment partie prenante du processus de conception et que les ingénieurs systèmes aient à leur côté quelqu'un qui va vraiment les aider à prendre les bonnes décisions. Donc en fait, avec ça, on passe d'une ACV qui est plutôt une ACV constatative, on va dire, du système à quelque chose qui est vraiment un outil d'aide à la conception. Voilà. Alors, ce n'est pas toujours évident parce qu'aujourd'hui, en fait, chez nos clients, on a des ingénieurs systèmes, ils n'ont pas les experts ACV sous la main parce qu'ils sont pris ailleurs à aller évaluer les bilans carbone de la société, mais dans les processus vraiment d'ingénierie, ils ne sont pas présents et les ingénieurs systèmes, ils n'ont pas accès à ces ressources-là. Et puis, de l'autre côté, on a des experts ACV qui sont hyper motivés pour apporter leurs connaissances, mais ils n'arrivent pas à rentrer sur les processus de conception. Et donc là, on va permettre à ces deux univers, à ces deux types d'expertise, de travailler ensemble. Et ça, grâce au numérique, en fait. Le fait d'avoir modélisé le système, on va avoir cette information dans un modèle numérique, on va pouvoir le compléter, faire des passerelles automatiques vers d'autres outils qui, eux, vont calculer les impacts. Enfin, voilà, on arrive à connecter ces deux mondes.